Bonjour à tous, bienvenue à ce 12e webinaire conjoint entre le regroupement Écotoc et le chapitre Saint-Laurent. Je m'appelle Lou Paris, je suis secrétaire et administratrice du chapitre Saint-Laurent et membre collaboratrice et membre sur le comité de communication de Écotoc. Donc, aujourd'hui, notre vedette, notre conférencier invité, c'est Emmanuel Heisrich, qui est candidat au doctorat en chimie à l'Université de Sherbrooke avec le célèbre Pedro Segura, en co-direction avec Christian Gagnon d'Environnement et Changement climatique Canada. Donc, Emmanuel a un baccalauréat en chimie à l'Université de Sherbrooke et il fait son doctorat en ce moment avec un projet de recherche sur l'amélioration des techniques d'identification des produits de transformation de contaminants organiques dans les eaux de surface. Puis, en même temps, il simule des conditions de en parallèle, il simule des conditions de dégradation en laboratoire pour les contaminants d'intérêt émergent. Et il applique différentes techniques, en fait, pour mieux connaître leur devenir environnemental. C'est presque déconcentrant. Il y a énormément de gens qui veulent entendre Emmanuel, puis j'entends toutes les personnes entrer. Donc, sans plus tarder, Emmanuel, je te cède la parole. Ça a été un plaisir de collaborer avec toi pour ce projet, donc j'ai hâte d'en entendre parler. Merci Lou et merci tout le monde d'être venu aussi nombreux. Ça fait plaisir. Donc, comme ça a été bien introduit, mon projet, c'est donc il va y avoir deux parties. Donc, c'est du dépistage non ciblé de contaminants organiques à l'état de trace et leurs produits de transformation dans les eaux de surface. Donc, une première partie, c'était un dépistage dans les Yamaska et la deuxième partie en laboratoire où on identifiait des produits de transformation inconnus. Super. Emmanuel, je t'interromps rapidement. Je m'excuse, j'ai oublié de préciser comment on fonctionnait pour la période de questions. Je suis désolée, mais si vous avez des questions, dans le fond, vous pouvez l'écrire dans le clavardage. Dans le bas, vous voyez chat si vous êtes configuré en anglais ou clavardage en français ou discussion. Et vous avez une fenêtre et vous pouvez poser la question soit à tout le monde ou vous pouvez la poser à moi ou à mon collègue Dominique Ponton du chapitre Saint-Laurent également. Et les deux, on va pouvoir poser les questions à Emmanuel à la fin. Il y aura également une possibilité à la fin de lever la main et poser la question de vive voix à Emmanuel. Donc, excuse-moi, je voulais juste amener cette précision-là. Donc, vous pouvez écrire votre question au fur et à mesure dans le clavardage, il n'y a pas de problème. Vas-y, Emmanuel, désolé. Pas de problème. Donc, voilà, c'est donc une étude de dépistage par laquelle je vais commencer. Mais pour commencer, donc, en ce moment, je dirais qu'il existe des dizaines de milliers de composés qui sont fabriqués tous les ans, avec des milliers qu'on brevette chaque année, nouveaux, qui ne sont pas forcément produits, mais donc on crée sans arrêt des milliers de composés. Et puis parmi ceux-là, il y en a quelques centaines à un millier, je dirais, qui sont vraiment suivis, surveillés et connus dans l'environnement. Donc, en général, la problématique qu'on a, c'est qu'on a un nombre extrêmement élevé de composés. On connaît juste la pointe de l'iceberg. Donc, qu'est-ce qui est là? Combien il y en a? Puis ces composés, quand ils sont relâchés dans l'environnement, justement, comme ils sont peu suivis, on ne sait pas qui est là, on sait encore moins en quoi ils se transforment et quels sont leurs produits de transformation. Donc, au niveau de leur devenir environnemental, c'est encore plus un inconnu. Ces composés-là, ils peuvent être dégradés de plusieurs manières, donc par le soleil, par des micro-organismes, par des réactions électrochimiques, un mélange de tout ça avec oxygène, sans oxygène. Donc, toutes ces conditions-là sont des vecteurs de transformation chimique pour des composés qui sont en extrêmement grande quantité. Ce qui fait que les méthodes classiques de monitoring, comme on dit ciblées, elles ne vont pas être capables de suivre tous ces composés-là parce qu'on nage beaucoup dans de l'inconnu. Et puis, ces techniques de monitoring-là ciblées non plus, donc elles ne permettent pas d'identifier les inconnus et elles ne permettent pas de faire de l'analyse rétrospective, un point sur lequel je vais revenir, c'est donc revenir en arrière pour analyser des composés qu'on aurait manqués. C'est ainsi que le dépistage non ciblé devient nécessaire. Qu'est-ce qu'on entend déjà par dépistage non ciblé? Une manière de la décrire, c'est un peu de parler de l'analyse ciblée, donc ce que c'est pas. En analyse ciblée, on va sélectionner des molécules qu'on veut suivre, donc on va avoir des standards de ces composés-là, et ensuite on va les quantifier. Donc on veut savoir ce qu'on cherche, les composés. Et on veut savoir généralement en termes plus techniques comment ils se dégradent, donc c'est quoi leur transition pour les suivre avec nos spectromètres de masse, et puis quand est-ce qu'ils éluent. En analyse non ciblée, on part du principe qu'on ne sait pas forcément ce qu'on cherche, donc on veut identifier des inconnus. Et puis, pour ce niveau-là, on va avoir des paramètres d'acquisition qui vont être le plus universels possible. Et on va générer des spectres MSMS, mais on va le faire de manière automatique pour identifier le plus de composés possible. Donc, comment ça se traduit en termes de l'instrumentation et des autres paramètres?
Si on va avoir plutôt de la haute résolution plutôt que de la basse résolution, on va être qualitatif et non quantitatif parce qu'on ne va pas avoir ce niveau-là, on ne va pas utiliser les appareils qui permettent d'être quantitatifs. Notre type d'analyse va être automatique parce que justement, comme on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne peut pas manuellement sélectionner nos composés. Ça implique par contre un traitement de données qui va être très lourd, contrairement à la vitesse plus élevée du monitoring ciblé, des méthodes ciblées. On va avoir une sensibilité plus basse. Et c'est là où on voit la grande différence, c'est qu'en analyse ciblée, on choisit nos composés, on va identifier dans les dizaines à, je dirais, la centaine, les centaines de composés qu'on va avoir en même temps dans une même analyse, alors qu'on peut avoir des milliers, une dizaine de milliers de composés analysés dans la même analyse non ciblée. Naturellement, pas naturellement, mais l'identification, elle ne nécessite pas, pour avoir une, je dirais, générer une structure probable, on n'a pas besoin d'avoir des standards de référence, alors qu'en analyse ciblée, les standards de référence sont nécessaires pour la quantification. Je parlais tout à l'heure de l'analyse non ciblée puis de rétrospective. Ici, c'est un exemple où la rétrospectivité aurait été très pratique, mais vous avez peut-être vu ça passer, c'est très récent, donc ça date de janvier 2021. Il y a un composé omniprésent qu'on trouve dans les pneus, qui est un produit de transformation du caoutchouc des pneus, qui est en extrêmement grande quantité, dont je parle dans le pourcentage, dans les pneus, et on trouvait qu'il induisait la mortalité aiguë chez des saumons. Et puis, un de l'avantage de l'analyse non ciblée, c'est déjà pouvoir détecter et identifier ce composé-là, parce que si on ne le cherche pas, on ne va pas le voir. Et puis, par exemple, avec toutes mes analyses, je suis revenu en arrière dans ce que j'avais fait précédemment et j'ai dit, est-ce que je voyais ce composé-là, la 6-ppdéquinone, pour voir s'il y aurait un risque pour les poissons. La bonne nouvelle, c'est que je ne l'ai pas vu. Donc, dans la Yamaska, en tout cas, pas de 6-ppdéquinone, mais c'est un composé qui était extrêmement préoccupant dans l'ouest des États-Unis. Le processus non ciblé, c'est, comment dire, un processus analytique qui est quand même assez complexe et dont le début ressemble beaucoup au processus classique chimique et d'extraction qu'on va trouver dans toutes autres types d'analyses. C'est-à-dire qu'on va avoir procédé à un échantillonnage où on détermine nos points d'échantillonnage. On fait une extraction. Au niveau de l'extraction, ça va peut-être différer d'autres méthodes, c'est qu'on va essayer d'avoir des critères les plus universels possibles parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, donc on ne peut pas trop cibler des critères préférentiels pour une famille ou un type de molécule parce qu'on veut tout avoir. Ensuite, on procède à une analyse MSMS de haute résolution automatique. La haute résolution, ce que ça nous permet aussi, c'est les appareils de masse à haute résolution, on va les calibrer, ce qui fait qu'on va avoir ce qu'on appelle des masses exactes. Donc, on va pouvoir avoir un haut degré de précision, mais aussi d'exactitude derrière la masse. Donc, on peut confronter les masses qu'on a obtenues et les fragments avec des banques de données de spectre MSMS de haute résolution. Donc, c'est la prochaine étape, rechercher avec ces banques de données-là et ensuite traiter nos données. Un problème qu'on a, par contre, un autre, c'est que des composés d'intérêt environnementaux dans les banques de données, je dirais qu'il y en a dans les centaines aux milliers. Des composés d'intérêt dans l'environnement en tant que contaminé, on est dans les dizaines de milliers à peut-être la centaine de milliers. Donc, on a une très grosse problème d'imbalance. Notre besoin est beaucoup plus gros que ce qui est disponible. Donc, bien que les banques de données de haute résolution s'améliorent, ça reste qu'elles ne sont pas suffisantes en termes de composés pour pouvoir faire des identifications concluantes. C'est là qu'intervient une solution, c'est des banques de données computationnelles. Donc, on va aller chercher dans un répertoire d'informations. Donc, PubChem, vous avez peut-être entendu parler, il y a 109 millions de composés qui sont disponibles. Donc, quand un nouveau composé est breveté, par exemple, on va l'ajouter dans PubChem. Et puis, ce que ça fait, ces banques de données computationnelles, ça va aller chercher l'information structurelle des composés dans PubChem. Ça va simuler une expérience MSMS de haute résolution et générer des pics computationnels. Donc, ce que ça fait qu'on ne va pas forcément avoir le même comportement idéal qu'on aurait avec une banque de données empirique, mais ça génère quand même une information supplémentaire avec une beaucoup plus grosse banque de composés. Donc, on a utilisé ces outils-là. Moi, j'ai utilisé MathSpec et MedFrag notamment. Un autre outil qui est intéressant, c'est GNPS, qu'on voit à droite. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va aller regarder les spectres MSMS et ça va relier ensemble les composés qui vont avoir des spectres similaires. Donc, comme s'ils ont des spectres similaires avec les mêmes masses, on peut subodorer qu'ils vont avoir une structure similaire.
Donc, ce que ça fait, c'est que ça groupe des composés ensemble. Donc, on n'est même pas obligé d'avoir un hit dans notre banque de données, mais on va quand même avoir une organisation qui va dire, imaginons qu'on identifie 309, ben, peut-être que les autres, on sait qu'ils sont similaires, on peut aller chercher, on peut aller comparer. Donc, c'est peut-être des composés de la même famille, des congénères, des produits de transformation. Donc, une fois qu'on voit la méthodologie, on peut attaquer notre étude de code. Donc, c'était un dépistage en ciblé de contaminants organiques dans la rivière Yamaska. Donc, avec Lou, quand est-ce que ça a été fait? Les résultats que je présente, ça a été effectué le 11 juillet 2019. Déjà un petit moment. Et puis, nos stations d'échantillonnage, on en avait 4 en amont et en aval des stations de traitement des eaux usées de Granby, Cowansville, Farnham et Saint-Hyacinthe. Donc, ici, on a 3 branches de la Yamaska. On en avait prises ici, une à Granby qui part d'ici, une à Cowansville, ensuite Farnham et Saint-Hyacinthe. Si on regarde l'image satellite, je ne sais pas si on voit assez bien, mais on voit qu'il y a une activité agricole qui commence à être plus intense à partir de Farnham. Et la Yamaska est quand même connue pour avoir un certain niveau de contamination assez mixte, donc agricole, urbain, industriel. L'extraction, on a voulu la faire la plus universelle possible avec une SPE, donc une cartouche en phase solide, en phase inverse, strata X de phénomène X. Nos paramètres LCMS, on a utilisé des critères de chromatographie classiques avec une méthode longue. Et puis, des solvants de chromatographie classique. Nos paramètres MS, c'est vraiment la MS automatique dont je parlais, où on avait 10 composés en même temps sélectionnés. Et puis, les critères le plus universels possible pour notre analyse. Là, je vais faire une chose qui est, à mon sens, assez intéressante. J'ai parlé, on veut tout analyser. Mais c'est quand même illusoire de penser qu'on va tout analyser. Donc, qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est ce que je présente dans cette slide ici. J'ai commencé avec les composés qui ne sont pas très solubles dans l'eau. On a extrait de l'eau, puis ensuite on a filtré. Donc, des composés qui auraient migré dans des sédiments comme des HAP ou des composés extrêmement apolaires. Eux, on ne va pas les voir dans notre analyse. Ensuite, on a les composés à l'autre bout du spectre de la polarité, les composés qui sont très polaires et qui ne vont pas être retenus par notre cartouche. Malheureusement, c'est des composés qui sont quand même assez intéressants à analyser. Donc, je pense au glyphosate, qu'on voit à droite, et à la metformine, un composé qui est utilisé dans le traitement du diabète. Donc, ces composés-là ne sont pas retenus par notre cartouche en SPE. Donc, on ne va pas les détecter, mais ils sont peut-être là. C'est quelque chose à prendre en compte. Finalement, on a fait notre analyse en mode positif pour le spectromètre de masse, ce qui fait qu'il y a certains composés qu'on verrait seulement en mode négatif, par exemple, qu'on ne va pas pouvoir voir. Donc ici, dans ce cas-ci, j'ai pris le bisphénol A ou certaines hormones. On ne va pas les voir. Donc, c'est intéressant à prendre en compte. Je tiens quand même à dire que l'appareil qu'on a utilisé, c'était une Orbitrap, un modèle récent. Et c'est des appareils qui sont de plus en plus performants en mode positif. Donc, même les hormones, ils vont avoir une bonne gain. C'était pour dire que ce n'est pas parce qu'on est non ciblé qu'on va être universel, parce qu'il y a toujours un goulot d'étranglement qui arrive. Et dans ce cas-ci, notre goulot d'étranglement, il est multiple au niveau de l'échantillonnage, mais ensuite aussi au niveau de l'extraction. Puis au niveau du spectromètre de masse. Donc, on attaque, qu'est-ce qu'on a vu, nos résultats. Donc, on a identifié plus de 300 composés. Donc, la catégorie des additifs de produits de consommation tensioactifs et cosmétiques, on a identifié plus de 150 composés. Des pharmaceutiques, on en a identifié environ 130 avec un bon nombre de métabolites. On a ici aussi trouvé une vingtaine de drogues illicites, une trentaine de pesticides et 30-35 produits naturels. Donc, au niveau de l'organisation des pharmaceutiques avec lesquels je vais commencer, je les ai classés en fonction du système ATC qui est utilisé par l'OMS. Donc, la plus grande catégorie qu'on avait trouvée, c'était des composés pour les systèmes cardiovasculaires, ce qui inclut les composés pour l'hypertension, les bêta-bloquants et autres. On a eu un grand nombre aussi de composés pour le système nerveux, pour lesquels on a vu beaucoup de produits de transformation, mais aussi les anti-infectieux, qui incluent les antiviraux et les antibiotiques. Les appareils digestifs et métabolismes, qui, eux, vont inclure les composés pour le diabète et les composés pour l'estomac. Les antiparasitaires, donc, le nom le dit, système musculo-squelettique, ça va être les anti-inflammatoires. Et dermatologie, des antiseptiques. Et puis ensuite, on a une classe, j'ai mis un autre radar pour des composés qui étaient moins nombreux.
donc avec système respiratoire divers, génito-urinaire, sang et organes hématopoïétiques, donc comme des antiplaquettaires. Et les antinéoplasiques, on en a vu. Donc, j'ai commencé par les composés pour le système cardiovasculaire, qui est notre case la plus grosse. Quand j'encercle en bleu, j'encadre plutôt, c'est des composés qu'on a confirmés avec des standards de référence. Donc, on a commandé le standard et puis on a confronté la MSMS et le temps de rétention. Donc, les composés antagonistes de l'angiotensine 2, on avait l'irpesartan et on a aussi identifié manuellement, donc pas avec une banque de données, de produits de transformation. Donc, un qui aurait une hydroxylation sur sa pâte aliphatique qu'on voit en haut, qui serait suivi d'une oxydation de cette partie hydroxylée. Et puis pour le telmisartan, on a observé encore une fois une hydroxylation sur la pâte aliphatique. Ici, je vais vous parler un petit peu de l'utilité des réseaux moléculaires. Donc, dans ce cas-ci, on avait un réseau ici qu'on avait avec des composés. On avait identifié en banque de données avec nos différents outils le métoprolol en bêta-bloquant, l'acébutolol, un autre bêta-bloquant, et on voit ici qu'à ce niveau-là, on a une assez grande similarité structurale, et le acétalol, encore un autre bêta-bloquant. Mais on avait ce composé à 282.17 qui était inconnu. Il n'y avait pas de hit. Par contre, ce qu'on pouvait voir, c'est qu'il avait un très gros degré de similarité avec le métoprolol et un plus faible avec l'acébutolol. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un composé, d'un produit de transformation du métoprolol? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé leur spectre de masse. Et ici, on voit le composé métoprolol et là, la structure que je propose pour ce produit de transformation-là. Et en allant regarder spécifiquement les composés, ce qu'on voit, c'est qu'on a un gain de O et une perte de 2 hydrogènes. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'on aurait une hydroxylation suivie d'une oxydation sur le composé. Donc, là où je propose en bas ici, ce serait potentiellement l'endroit où on aurait le site de transformation. Un autre cas où les réseaux moléculaires se sont avérés efficaces, c'est dans le cas du diltiazem, qui est un médicament pour la pompe calcique, je pense. Donc, c'est un autre médicament pour le système cardiovasculaire. Donc, par des flèches rouges, j'ai indiqué des transformations de déméthylation, c'est-à-dire la perte d'un méthyle au niveau de l'azote ici. Et par des flèches bleues, une déacétylation, donc la perte de l'acétyle, là où j'ai encerclé l'oxygène en bleu. Donc, on a identifié 5 produits de transformation qui correspondent à une déméthylation, 2 déméthylations et puis une déacétylation, déméthylation et déacétylation, 10 déméthylations. Et ce qu'on voit à droite, c'est le réseau moléculaire. Donc ici, on voit la masse du précurseur, qui est à dire le M sur Z du composé. Et entre chaque composé, la différence de masse. Et ces différences de masse correspondent à justement les modifications qu'on voit ici. Donc 14 étant la perte d'un méthyle et puis 42 la déacétylation. Pour les composés du système nerveux, on a identifié un suspect classique, on va dire, la venlafaxine et son métabolite, la déméthylvenlafaxine. Il y a aussi d'autres produits de transformation comme la N-déméthylvenlafaxine, le N-oxyde et la di-déméthylvenlafaxine. Pour les anti-infectieux, on a identifié 6 familles d'antibiotiques, donc les céphalosporines, fluoroquinolone, macrolide, aminoglycoside, lincosamide, sulfonamide. Donc ça, au niveau de biorésistance, c'est assez préoccupant parce que c'est un grand nombre de familles différentes qui ont été identifiées. On a identifié des composés que je suppose surtout à usage vétérinaire parce qu'ils étaient détectés en plus grande quantité à Saint-Hyacinthe. Donc, c'est 2 antiparasitaires, l'ivermectin et l'avermectin AAA. C'est des composés qu'on donne pour les vers solitaires notamment. Pour les drogues illicites, je les ai classées en 3 catégories. On va voir que des fois, il y a un certain recoupement entre certaines, les opiacés, les amphétamines et les anesthésiques. Pour les opiacés, c'est surtout la famille de dégradation de la cocaïne, qui est quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on voit le composé parent qui a été confirmé avec un standard de référence, son métabolite principal, la benzoyl-égonine, qui a aussi été confirmé. Mais j'avais identifié auparavant, plus tard, 2 produits de dégradation, la tropine et la tropinone, qui sont très vraisemblablement des produits de dégradation de ce composé-là.
Donc, l'atropine, ce serait avec l'hydrolyse de la partie acide benzoïque ici, et puis une décarboxylation à côté. Et l'atropinone, c'est une version oxydée de l'atropine. On a aussi la méthadone qui a été identifiée puis confirmée avec un étalon de référence. Pour les deux autres catégories, il peut y avoir un recoupement parce qu'on a identifié en amphétamine ici, qui est la noréphédrine, qui est un précurseur, je dirais, de la méthamphétamine qu'on voit ici. Et ça, c'est la MDMA qu'on appelle aussi l'ecstasy. Ici, c'est un autre médicament qui serait une drogue plus émergente, la léphétamine. La léphétamine qui est aussi utilisée comme anesthésique. Et puis dans les anesthésiques, il y a ici la kétamine. Finalement, il y a la catégorie la plus nombreuse. Donc, c'est des composés plutôt les additifs. Je les ai mis en 3 catégories, mais franchement, ils pourraient tous être des additifs de produits de consommation. Donc, pour les cosmétiques, alimentaires et plein air, on a des composés dans la crème solaire, comme ici l'oxybenzone. Un composé qu'on trouve, c'est plutôt amusant, je trouve, dans l'homéopathie. Donc ici, l'élénaline, qu'on trouve dans l'arnica. La caféine qu'on a trouvée, donc qui provient du café, et aussi la paraxanthine, sont produits de dégradation. Des composés qui viendraient des chasses moustiques comme le DEET et puis la tétramétrine. Et puis, une bonne quantité de composés qu'on identifie dans les shampoings. Donc, plusieurs bétaïnes, qui sont des composés dans les revitalisants. Le dibutyl-abdipate qu'on trouve aussi dans les shampoings. Et puis, des éthanolamines et éthanolamides qu'on trouve dans les shampoings et les revitalisants. Pour ce qui est des tensioactifs, bon, vous m'avez peut-être déjà entendu parler beaucoup de ces composés-là. Les octylphénols et toxylates. C'est des composés qu'on avait trouvés en extrêmement grande en signal. Je ne peux pas parler de concentration parce que ce n'est pas une méthode quantitative que j'ai faite, mais il y a quand même eu une saturation du détecteur à tous les points sauf un seul, qui était Lamont-Granby pour ces composés-là. Donc, on a trouvé les congénères de 1 à 17 en grande intensité, et plus le congénère a une petite chaîne des toxylates, donc 1 par exemple, il en aurait un seul, plus ces composés-là, ils ont été avérés comme avoir une certaine activité estrogénique. Donc, ça présenterait une préoccupation de perturbation endocrinienne. On a aussi trouvé 35 congénères différents d'acide et d'éther de polyéthylène glycol. Donc, qui aurait cette forme ici, on aurait un R ici qui pourrait être une chaîne méthylée ou une partie acide, et RA2, la même chose ici. Finalement, dans les additifs de produits de consommation, on a trouvé des retardateurs de flamme organophosphorés. Un composé qu'on a identifié avec un standard de référence ici, qui est le dénatonium benzoate, qui est le composé le plus amer du monde, qu'on ajoute dans des produits de consommation qu'on ne veut pas que les gens, notamment les enfants et les animaux, mangent. Donc, par exemple, il peut y en avoir dans les cartouches de jeux vidéo ou des choses comme ça. Et puis, on a trouvé aussi un anticorrosif pour les métaux. Pour la catégorie des pesticides, j'ai divisé en 3 parties, donc les fongicides, les insecticides et les herbicides, avec surtout des herbicides qui ont été trouvés, dont le suspect habituel, l'atrazine, et son métabolite, la déséthylatrazine, qui ont tous les deux été confirmés avec des standards de référence. On a aussi identifié l'hydroxyatrazine. On a identifié avec un standard de référence le métolachlore, et 3 de ces produits de dégradation, le métolachlore-éthane sulfonique, le métolachlore oxalique acide et le métolachlore morpholinol, qui serait potentiellement un produit de transformation des 2 précédents, en plus du métolachlore. Dans les insecticides, on a trouvé le néonicotinoïde imidaclopride, mais aussi la chlorantraniliprole et le pymétrozine. Et dans les fongicides, on a trouvé l'azoxystrobine, la phénamidone et le diclosimide. Pour les produits naturels, ensuite, c'est sûr qu'il peut y avoir un recoupement entre certaines catégories. Ce qui a été d'intérêt, ça a été diverses mycotoxines, comme la zéaralénone et son produit de transformation, le zéaralénol,
qui sont des composés produits par des champignons et qui peuvent présenter une certaine préoccupation pour les agriculteurs. De même que la gyrométrine, qui est une toxine présente dans les champignons, qui aussi peut être préoccupante. On a aussi trouvé 2 métabolites du cannabis, un du THC et un du CBD, le bêta-desmol pour le THC et le cannabielsoïne pour le CBD. Donc, 2 composés qu'on a trouvés dans l'eau. Donc, pour conclure cette partie, on a identifié plus de 300 composés dans la rivière Yamaska, dont 80 produits de transformation environ et 50 des composés qui ont été confirmés avec des standards de référence. Donc, ces résultats donnent un aperçu instantané ou un snapshot de l'état de contamination de la rivière à ce moment-là. Et ça permettrait d'agir comme une boussole, un compas analytique pour pouvoir orienter les efforts de monitoring et donc de quantification potentiellement. Là, pour la deuxième partie, donc c'était une étude des produits de transformation de contaminants émergents et de leur voie de dégradation. Donc, comme je répétais auparavant, un produit, quand il est relâché dans l'environnement, il peut être modifié de plusieurs manières. Donc, ça peut être dégradation par le soleil, dégradation par des micro-organismes avec ou sans oxygène. Donc, c'est toutes des conditions qui font qu'on va avoir des transformations différentes. Et puis, généralement, on ne sait pas ce qu'on a après. Donc, si on voulait suivre un composé, par exemple, et qu'on le suit avec nos méthodes de quantification, peut-être que ce n'est pas la bonne chose. Peut-être qu'il se dégrade en un produit de transformation A. Et ce produit de transformation A, lui, il est persistant. Il a peut-être une toxicité différente du composé parent. Peut-être qu'il est beaucoup moins dangereux, mais peut-être qu'il est plus toxique, comme c'est le cas pour un produit de transformation de l'ibuprofène. Donc, ce qu'on cherchait à faire en laboratoire, ça c'était avec Christian, c'était donc à Environnement Canada, à Montréal. J'ai pris 6 composés. Je les mettais en laboratoire dans des conditions différentes, donc avec de la lumière, de l'oxygène ou sans oxygène. Et puis, je regardais, je les exposais à ces conditions-là pendant plusieurs jours. J'extrayais à différents intervalles de temps le milieu. J'analysais par LCMS et LCMSMS, organisation de résultats et identification des produits de transformation. Je vais vous montrer aujourd'hui les résultats, surtout pour quelques composés, donc l'oxybenzone, l'atorvastatin, le bézafibrate et le TBEP. Mais d'abord, je vais parler du traitement statistique. Le traitement statistique, si on revient, ça va être cette section ici. On a analysé un LCMS, mais une fois qu'on a fait notre intégration de pics, il nous dit c'est beau, tu as 3000 pics. Mais c'est pas, comment dire, faisable d'aller s'attarder sur chacun des pics, regarder ce que c'est, et puis déterminer si c'est un composé d'intérêt. Donc, ce qu'on veut faire, c'est un traitement statistique ou trouver l'aiguille dans la botte de foin. Donc, ce qu'on fait, c'est une fois qu'on a fait l'intégration des pics, on va organiser les composés selon les groupes. Groupe 1 ou groupe 2, exposé, non exposé, ou avec le composé sans le composé. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va faire des tests statistiques comme un test T à variance inégale ou le test de Welch, et puis on va les organiser. La méthode d'organisation que j'ai utilisée, c'est ce qu'on appelle le volcanoplot, où on va avoir, ça ressemble un petit peu à un volcan inversé, et puis sur les côtés gauche et droite de notre graphique, c'est des composés qui vont être statistiquement importants et donc qui sont différents. Donc le composé à gauche va être plus dans le groupe 1 et vraiment pas présent dans le groupe 2, par exemple. Donc à quoi ça ressemble? Ici, c'est la comparaison entre l'atorvastatin et le bézafibrate au jour 9 d'extraction. Donc ce qu'on voit ici, par exemple, l'atorvastatin en rouge, c'est que ces composés-là, ils étaient tous très spécifiques au groupe de l'atorvastatin, alors que ceux-là, ils étaient très spécifiques au groupe du bézafibrate. Donc ici, je les ai sélectionnés avec des cercles de différentes couleurs. Et ça, c'était l'exposition lumineuse. Donc, ce qu'on observait, c'était ces composés-là. Et puis, ça, c'est mes propositions de produits transformés. Donc, c'est pour le premier, une hydroxylation. Ici, un chemin d'hydroxylation et l'autre, un chemin d'oxydation dans des alcools.
suivi d'une oxydation et d'une hydroxylation. Donc, on voit qu'il y a une certaine, comment dire, il y a des recoupements dans les broches où ça donnerait un produit comme celui-là. Et puis ici, une double oxydation. Donc, les composés que je propose, donc leur nom, c'est OH-2, -4, OH. Et quand on suit ces composés, qu'est-ce qu'on observe? Donc, ATV, c'est pour atorvastatin. C'est que l'atorvastatin se dégrade et disparaît quasiment au 7e jour, alors que les autres composés émergent et sont beaucoup plus stables. Donc, théoriquement, si on voulait suivre ce composé-là, qui est un composé pour le système cardiovasculaire, on n'aurait pas forcément intérêt à suivre le signal de l'atorvastatin, mais plutôt celui de l'ATV-2 ou de l'ATV-OH, qui eux sont beaucoup plus importants. Une autre chose qui est intéressante, c'est si on revient précédemment, ici c'est l'ATV-2, si l'ATV-OH, -2OH, c'est que ce qu'on voit, c'est que l'ATV-2 augmente et puis diminue, et au moment où il diminue, c'est les composés comme celui-là qui augmentent. Donc, on voit vraiment que le -2 est généré par la disparition de l'atorvastatin. Et à mesure qu'il s'amenuise, on voit que l'atorvastatin modifié augmente quand celui-là diminue. Donc, on voit vraiment la dégradation en marche à travers les jours. Pour ce qui est du bézafibrate, je vous montre ici les résultats, mais ce qu'on voit, c'est qu'à travers 25 jours, on a observé une dégradation qui est très faible, qui n'est même pas de 50%. Donc, c'est un composé qui, lui, est plus, beaucoup plus, on va dire, rémanent, qui a une tendance à rester là. Donc, c'est préoccupant parce qu'il ne se dégrade pas beaucoup, mais ça corrobore beaucoup ce qui a été observé dans les études de dégradation des stations de traitement des eaux, que le bézafibrate est un composé très persistant. Une autre catégorie, c'est l'oxybenzone et le trisbutoxyéthylphosphate. Donc, l'oxybenzone, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un composé qu'on trouve dans la crème solaire, et le trisbutoxyéthylphosphate, qui est un composé qu'on trouve, qui est un produit ignifuge, donc un retardateur de flamme. Celui-là, on le trouve absolument partout, parce qu'on l'utilise comme additif dans toutes les choses qui pourraient brûler. Donc, dans le cas du TBEP, on observait une hydrolyse d'une des chaînes des pattes, suivie d'une autre hydrolyse, donc pour 299 et 199, et une autre voie, une hydroxylation, suivie d'une oxydation. Donc, je propose ces endroits-là comme site d'hydroxylation, mais ce n'est pas forcément le site. Donc, ce serait vraiment en plus OH suivi d'une oxydation. Par contre, quand on va voir nos analyses, ce qu'on voit, c'est qu'on a plusieurs composés, comme notamment le 299, qui sont très intenses au début, puis ensuite vont diminuer. Donc, ça signifie que cette transformation-là, elle arrive peut-être au sein de la source d'électronébulisation. Donc, est-ce que ces composés-là sont vraiment générés dans notre milieu ou par notre appareil? C'est une question qu'on peut se poser. Donc, est-ce qu'on peut vraiment les considérer? Personnellement, j'ai des doutes. Par contre, dans le cas des composés qu'on observait tout à l'heure, qui était une hydroxylation suivie d'une oxydation, c'est de là, on voit vraiment qu'il y a une croissance. Donc, ce qui nous indiquerait plutôt que ces composés-là vont être, comment dire, des vrais produits de transformation de notre TBEP. Mais une chose qui est intéressante, c'est de voir que le TBEP lui-même, il partait d'une forte intensité, notre échelle ici est logarithmique, et l'intensité reste très importante. Donc, ce composé-là est lui aussi très persistant. Et si on voulait monitorer ou suivre sa famille ou lui-même, tant qu'à faire, on prend le TBEP parce qu'on voit qu'il se transforme très peu au final, à travers 25 jours. Pour ce qui est de l'oxybenzone, on a suivi 2 composés. L'oxybenzone, ça a été très compliqué, je vais dire, d'identifier ces produits de transformation parce que ce que je pense qui arrive, c'est qu'elle va aller réagir notamment avec les substances humiques qui sont présentes dans le milieu, ce qui fait qu'on a des gains en masse très importants. Donc, le composé lui-même pèse 230, c'est celui-là qu'on voit ici, mais on a observé des produits importants à 416 et 434.
Donc, ce qu'on voit ici, c'est de la dégradation de l'oxybenzone et à 155 de ce produit-là, que je soupçonne être un produit, une impureté dans l'oxybenzone, alors qu'on observe une croissance très importante du composé 434 et une croissance suivie d'une diminution du composé 416. Donc, ces composés-là seraient des produits de transformation intéressants à suivre pour l'oxybenzone. Et puis, je vais essayer de mieux les identifier plus tard pour pouvoir avoir une meilleure idée, mais c'est des composés qui sont plutôt récalcitrants. Donc, pour résumer, on a fait un suivi de phototransformation de contaminants émergents. On a utilisé une approche métabolomique statistique pour la génération des pics, mais ensuite pour leur organisation. On a trouvé des produits de transformation stables pour plusieurs composés, dont la torvastatin notamment et l'oxybenzone. Donc, en remerciement, j'aimerais remercier Ecotop et le chapitre Saint-Laurent, mais aussi pour l'analyse non ciblée, Clément Soulier pour l'extraction, Audrey Roy-la-Chapelle et Sylvie Poirier-Larabie pour l'analyse, et Louis-Emmanuel Paris. Et puis pour les produits de transformation, encore une fois, Sylvie, Patrice Turcotte et Audrey, et puis bien sûr, Pedro et Christian. Voilà, merci. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était très intéressant. Maintenant, on va passer à la période de questions. Est-ce que quelqu'un a une question qui vous, oralement? Vous êtes bienvenu aussi à poser les questions oralement. Vous pouvez les poser maintenant. Sinon, je peux répondre aux questions dans le chat. Oui, bien sûr, je vais te les poser dès maintenant. Une des premières questions était quel était le volume d'eau échantillonné, puis les limites de détection? Okay. Pour ce qui est du volume d'eau, on avait pris des échantillons en bouteille de 1 litre, mais on avait extrait 3 réplicas avec des SPE avec 250 millilitres en suivant une filtration et puis un balancement du pH et une utilisation de l'EDTA. Nos limites de détection, je dirais que ça dépend des composés. Il y a des composés comme l'atrazine qui vont avoir des limites de détection très basses. Il y a des composés qui pourraient avoir des limites de détection plus hautes. Comme on est vraiment plus qualitatif que quantitatif, je pense que c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre avec certitude, vu que ça va dépendre de chacun des composés. C'est sûr qu'on ne va pas avoir la même limite de détection qu'un triple quad en MRM, vu qu'on est vraiment dans un mode d'acquisition qui va être plus universel. Mais c'est quand même une arbitrable, donc on va être meilleur que des appareils plus vieux, par exemple. OK, merci. Puis, relatif à cette même question, est-ce qu'il y avait des endroits dans la Yamaska où est-ce que tu détectais beaucoup plus de substances? Bon, à Sainte-Hyacinthe, naturellement, on a vu tous les composés pesticides qui étaient présents ici et en beaucoup plus grande quantité. Il y avait une énorme différence à chaque fois entre l'amont et l'aval. La différence se traduisait le plus au niveau des composés pharmaceutiques qui pouvaient être d'inexistants à extrêmement élevés. Même chose pour les drogues illicites qui suivaient ce pattern-là. Généralement, c'est à Granby qu'on observait les plus grands signaux, mais ça vient aussi du fait que je pense que Yamaska est moins grosse à ce niveau-là, la branche. Donc, il y a un facteur de dilution moins important. Et puis aussi, la ville est plus peuplée. Et puis, ouais, sinon, l'amont de Granby, c'était notre point le plus propre avec l'amont de Cowansville. Et puis ensuite, on voyait toujours une très grande quantité d'octylphénol et toxylate, notamment, à tous les autres points. OK, merci. Puis, relatif à ça, quand même, est-ce qu'il y aurait un biais dans ta détection de composés étant donné la base de données que tu utilises? Puis, la base de données, oui. Le biais, je te dirais qu'il est encore plus gros, pas dans la banque de données, mais dans l'appareil et dans l'extraction. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de quels composés on extrait. Et puis, le biais qu'on va avoir, c'est le biais des composés qui ionisent le mieux. Donc, ils vont avoir un signal plus fort, même s'ils sont à une même concentration.
Et je pense notamment à ceux-là. Les composés qui finissent en zartan, j'en ai vu 8. Et c'est des composés qui sont à la fois très gros et avec un très grand nombre de N, comme on voit ici. Donc ça, c'est des groupements qui vont avoir tendance à plutôt crever l'écran pour notre appareil et la source électrospray. Donc notre biais, on va le trouver plutôt avec les composés plus gros, relativement apolaires et très favorables en mode positif. Donc ces composés-là, notamment. Et puis c'est sûr qu'il y a un autre biais dans la banque de données, et je pense le plus gros défi de l'analyse non ciblée, c'est qu'on identifie un composé pour lequel on a malgré tout le plus de métadonnées disponibles. Donc, si j'ai un hit pour un composé et qui s'appelle ibuprofène, j'ai tendance à dire, ouais, c'est bon, je vais aller commander le standard, je vais valider parce que l'ibuprofène, c'est très probable qu'il soit là. Par contre, si j'ai un hit pour un composé qui n'a pas de nom, pour lequel qui a un énorme nom UPAC, qui est un composé que je soupçonne qui est industriel, et il n'y a aucun standard de référence qui existe, je ne vais pas avoir la même confiance. Donc, c'est ce qui fait que les composés industriels sont beaucoup plus compliqués à quantifier. Il y a un grand nombre des composés, je regardais, je ne sais pas, est-ce que la banque de données, qui a un plus gros risque de ne pas avoir la bonne réponse vu qu'elles sont computationnelles, vient de me donner n'importe quoi, ou est-ce que c'est la bonne chose, puis je viens de voir un composé que personne ne connaît? Je me posais la question au moins 100 fois dans mes résultats. Donc, ça, je dirais que c'est le plus gros défi. J'ai un très gros biais pour les composés pharmaceutiques, vu qu'ils sont tous beaucoup plus connus. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai beaucoup plus de produits de transformation pour ces composés-là, parce qu'on a une base qui est beaucoup plus solide pour eux. Donc, un composé naturel ou un composé industriel, il y a un biais contre eux. Comme il y a beaucoup de produits de transformation des pesticides qui ne sont pas identifiés. C'est ça. Puis les pesticides, il y a un autre problème, je dirais que c'est la saisonnalité. Si on prend un médicament pour une maladie chronique, et la source, ça va être l'humain, comme il en prend par exemple tous les jours, ça va être une source qui va être constante du produit. Alors s'il y a une grande saisonnalité, on a effectué le 11 juillet notre analyse. S'il y a un pesticide qu'on va utiliser en début juin, on ne va pas le voir. Forcément, s'il y a un pesticide qui est utilisé en août, on ne va peut-être pas le voir. Donc, ce qu'il nous faudrait, ce serait un suivi temporel. Puis on a un suivi du temps. Est-ce que s'il y a de la surverse qui a eu lieu auparavant, est-ce qu'on a raté? Nous, dans notre cas, il avait fait beau, puis il n'avait pas plu. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas eu de grand lessivement qui est arrivé avant notre échantillonnage. Mais si toutes ces choses arrivent, ça va changer la donne pour nous. Est-ce que tu crois que échantillonner les sédiments aurait pallié Oui, je pense que ce serait très utile et très complémentaire d'échantillonner les sédiments. Dans le laboratoire Segura, on a François-Xavier Tesser qui le fait, qui développe toute une méthode d'analyse de sédiments, notamment en GCMS, parce que c'est des composés qu'on va voir qui sont plus apolaires. Donc, la source électrospray ne va pas forcément suffire pour cette analyse-là. Donc, ils ont leur propre niveau de complexité, mais c'est sûr qu'on va voir des composés qu'on ne verrait pas. Donc, par exemple, les tétracyclines aussi, des antibiotiques, j'en ai pas vu une seule, mais c'est des composés qui sont extrêmement consommés. Donc, ils sont très probablement, les tétracyclines, dans les sédiments et ils seraient vus avec d'autres appareils, avec d'autres méthodes. Donc, c'est sûr qu'il y a un biais très important des composés que je vois. Sinon, plein de pesticides qui vont dans les sédiments, c'est sûr que je ne vais pas les voir. Ouais. Au niveau du métolachlore, est-ce qu'il y a une question qui porte la forme S ou la forme R? Est-ce que tu as identifié les deux? Je dois avouer que c'est sûr que tu peux avoir une certaine séparation au niveau de la chromatographie, mais ils vont avoir tendance à éluer les isomères, et puis le MS ne fait aucune différence. Donc, non, je n'ai pas fait la distinction. Est-ce que certains composés dépassaient les critères de toxicité? Comme là, tu n'as pas mesuré les concentrations, n'est-ce pas? Non, c'est ça. Ensuite, il faut qu'il y ait des critères. Si j'avais à parier, les octylphénohectoxylates, ouais, c'est probablement
la classe la plus préoccupante de tous les composés que j'ai vus parce que d'habitude, c'est de l'analyse de traces, comme on dit, ou ultra-traces. Donc, on réussit à trouver un petit signal dans pharmaceutique. Est-ce qu'il peut avoir un danger? On va le voir. Mais généralement, les composés que je rapporte ici, on ne les voit même pas dans le chromatogramme. Ils sont sous la ligne de fond. Mais nos octylphénols et toxylates, ils ont saturé l'appareil. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'ils sont, je ne sais pas quelle concentration ils sont, mais c'est vraiment pas dans la même gamme d'intensité que tous les autres composés. Ils sont peut-être 1000 fois plus concentrés, 2000 fois, 10 000 fois, je ne sais pas. Ah. Fait que est-ce que tu crois que ceux-là seraient des toxiques probables? Oui, je pense que c'est des composés qui présentent qui peuvent potentiellement représenter une toxicité chronique au niveau de la perturbation endocrinienne. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est des composés qui seraient particulièrement durs à quantifier. Parce qu'encore une fois, je reviens, c'est des composés, je veux dire, plus industriels, les additifs de produits de consommation. Ce qui fait que si on achète le standard, on ne va pas avoir juste le congénère 7, juste le congénère 8. On va avoir des congénères de 1 à 20. Puis on ne va pas te dire combien il y a de choc. Donc, il va pas, si tu veux identifier combien il y a, quantifier combien il y a spécifiquement du congénère 6, il faudrait séparer le standard, puis ensuite procéder à l'analyse. C'est le même problème qu'on a avec les poly-POA et toxyéthylène qu'on utilise comme adjuvant avec le glyphosate. Ces composés-là, comme c'est une soupe plus ou moins indéfinie de différents congénères, si on veut identifier chacun des congénères, c'est très compliqué. Donc, c'est le problème de nos méthodes de quantification avec ces composés industriels-là, c'est qu'eux, ils t'envoient une grosse soupe et puis on ne peut pas utiliser nos outils d'identification spécifiques par composé parce qu'eux, ils ne le séparent pas puis les standards ne sont pas disponibles. J'ai fait le tour avec les questions du chat. J'en aurais peut-être une dernière. Au niveau de tes expériences au laboratoire, quel micro-organisme tu as utilisé? Puis les expositions UV, est-ce que ça représentait bien qu'est-ce qui se passe en rivière? Donc, quel était le réalisme de ces expériences? Malheureusement, pour les micro-organismes, c'est arrivé au moment où le COVID est arrivé. Donc, je n'ai pas pu effectuer ces expériences-là. C'était plutôt le plan, mais les micro-organismes, je n'ai pas pu le faire. Pour ce qui est des expositions lumineuses, qui est les résultats que j'ai montrés, j'utilisais une lampe pour lézard, donc, qui reproduit une assez grande quantité de longueur d'onde, justement, pour pas que les lézards aient des maladies de peau. Donc, une lampe au mercure qui simule le soleil de 150 watts. Et puis, je la mettais à une distance pour obtenir quelque chose de comparable au soleil au zénith à midi en été. Et puis, donc à midi en été, en fait. Et je faisais une exposition de 25 jours et puis tous les 12 heures, la lampe s'éteignait. Donc, c'est 12 heures exposition, 12 heures éteinte avec un timer. Et puis, je faisais buller avec de l'air. Il y avait une agitation. Et oui, je rajoutais de l'eau pour compenser l'évaporation, pour que les concentrations restent bonnes. Puis, je pourrais sortir les spécifications de la lampe, mais c'est une lampe qui reproduit vraiment les rayons du soleil. J'imagine que la matière organique peut influencer cette réaction avec le soleil. C'est pour ça que j'ai pris comme matière organique des substances humiques à Suwannee River qui sont disponibles comme commercialement et qui sont standardisées. Donc, c'est des substances humiques de la rivière Suwannee en Géorgie, je pense, qui est assez rouge. Puis, tu mettais une concentration fixe de matière organique. Je mettais une concentration quand même assez élevée, donc 5 ppm, de ces substances humiques ici-là pour pouvoir reproduire des conditions de rivière. Donc, ça donnait une eau plutôt rouge. Super. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour Emmanuel?
Ben, merci beaucoup, Emmanuel. C'est super intéressant. Le prochain webinaire va avoir lieu le jeudi 25 février. C'est Benjamin Barst qui travaille en Alaska et qui a fait son doctorat à l'INRS ETE, puis qui est professeur là-bas maintenant en Alaska. Donc, je vous invite à revenir parmi nous. Puis, d'ici là, ben, je vous souhaite 2 bonnes semaines.